Écoutez, faites très attention. Alors c'est un des points qui m'ont beaucoup intéressé. Je ne sais pas si je l'ai bien traité dans le roman. C'était une des interrogations de départ. Dans tous les mouvements révolutionnaires, il y a une forme d'attraction. Les mouvements révolutionnaires attirent les marginaux gangstérisés. Tout ça s'explique de mille et une façons. Ça s'explique sûrement autour de l'attraction pour la violence, mais pas seulement. Ça s'explique aussi parce que tout d'un coup, un certain nombre de gens pensent qu'ils vont pouvoir donner un sens à leur vie. Et les marges parlent aux marges. Ouais. Bon. Donc il y a des tas de raisons. Et surtout, ce qui est tragique, ce que j'ai vécu, et ce qui est tragique, c'est que quand les mouvements révolutionnaires s'épuisent, donc dans la fin de la période, si vous voulez, alors le poids du gangstérisme est beaucoup plus fort. Ouais. Ce qui marque vraiment le moment de la défaite, c'est le gangstérisme. En tout petit, on l'a vécu en mai 68. Alors je dis en tout petit parce que nous n'étions pas à proprement parler un mouvement révolutionnaire, mais on a quand même vécu cette espèce d'attraction. Et à la fin de l'occupation de la Sorbonne, nos manifestations et notre occupation étaient complètement gangrénées par ce qu'on a appelé les Katangais, et qui étaient des petits voyous, quoi. Et dans beaucoup de manifestations, on a été parasité par ça. Et c'est fatal. Bon, voilà, c'était un des sujets qui m'intéressait. Comment ce petit voyou, comment et pourquoi ce petit voyou est attiré par le discours de Carlos, son compagnon de prison, qui lui a un discours purement révolutionnaire. Bon, mais l'attraction existe, voilà. En même temps, on montrait bien que ça bascule, quoi. C'est-à-dire qu'avec sa plume et en racontant cette histoire, il devient révolutionnaire, et lui, dans ses derniers actes, devient un gangster. C'est-à-dire oui. Une des grandes discussions qu'auront les mouvements oui. Qui sont restés à Paris. Oui. Et, alors, souvent, on parle de référence à Balzac en parlant de votre œuvre. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que c'est plus Zola. Est-ce que je suis bien placée pour parler de ça? Dans Zola, il y a plus le côté de la société. Non. Non. Il ne regarde pas la même et il ne la regarde pas au même moment. Mais Balzac, moi qui suis historienne, qui ai été, il y a longtemps, historienne du 19e siècle et surtout de la première moitié du 19e, il y a chez Balzac une extraordinaire précision sur les rapports de classe à l'époque, mais il s'intéresse surtout aux classes moyennes ou dominantes. Zola s'intéresse aux deux. Ouais. Mais on est dans une autre situation. On est 50 ans plus tard et il y a une classe ouvrière au moment de Zola. Il est difficile de... Enfin, il y a des ouvriers au moment de Balzac, mais il n'y a pas une véritable classe ouvrière. Enfin, c'est compliqué. Mais si vous voulez, ce sont deux écrivains à des moments différents, avec des angles de vue différents, avec une façon d'écrire différente, etc. Mais Balzac est très très proche d'une société qui, elle, est plus éloignée de nous que celle de Zola. Voilà. Vous savez, la révolution industrielle a eu lieu entre les deux. Hein. Donc voilà, Balzac est un homme d'avant la révolution industrielle. Ce moment où commencent à apparaître les grands banquiers, mais les grands banquiers sont encore à ce moment-là. Il y avait le grand banquier dont il s'est inspiré pour son personnage de Nucingen.
ou Nucingen, je ne sais pas comment on prononce, c'est James de Rothschild. Et James de Rothschild disait il y a 3 façons de se ruiner. Donc, lui qui avait beaucoup d'argent et qui s'y connaissait en la matière, il y a 3 façons de se ruiner. Les chevaux, les femmes et les ingénieurs. Les 2 premières sont plus agréables, mais la 3e est plus rapide. Donc, si vous voulez, c'était typique. C'est la mentalité des banquiers de la première moitié du 19e qui n'investissent absolument pas dans l'industrie. Ce sont des commerçants, ce sont des financiers, mais l'industrie est considérée comme la source de toutes les ruines. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ça que raconte Balzac. Hein. C'est ce monde-là que raconte Balzac. Macduff. Ah, Macduff, oui, on pourrait dire que Macduff a pas mal de points communs. C'est un peu ça quand même. Ouais. Sauf que lui, alors les femmes, je ne sais absolument pas, en tout cas les chevaux, il n'en a pas eu. Il n'a pas su vivre. Non. Ça serait un James de Rothschild qui n'a pas su vivre. Ouais. Alors, ma dernière question, c'est quel regard vous portez sur le polar français aujourd'hui? Oh là là. Vous êtes conscient que vous me mettez dans la merde, là. Bah, c'est exprès. Non. Non, sincèrement, j'ai pas suffisamment de connaissances pour répondre à la question. Regardez, on parlait tout à l'heure d'Olivier Truc, je connais pas. Bon, voilà, j'ai pas assez de connaissances pour émettre un jugement sur le polar français. Ce qui me frappe, c'est que le polar américain, que j'ai beaucoup lu, que j'aime, et que j'ai aimé surtout... Sur le polar en général. Oui, le polar américain me semble avoir vécu sa période d'or. Ouais. Mais on peut toujours se tromper, mais il me semble qu'il est plutôt... Il est en redondance, quoi. Oui, le terme me paraît très bien approprié, oui, absolument. Pourtant, il y a par exemple des gens comme Ron Rash, je sais pas si vous le connaissez. Oui, mais ça m'enthousiasme pas. Moi, j'aime bien. Oui, mais moi aussi Et en j'aime même bien. temps, c'est plus vraiment du polar et c'est pas Moi aussi j'aime bien, mais non, si vous voulez, c'est plutôt les fins de règne. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, mais le polar français, je connais pas assez, sincèrement.